Bonjour à tous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail, bien sûr. En tous les cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais parler du conflit Israël-Hezbollah qui fait suite, bien entendu, au conflit israélo-palestinien contre le Hamas à Gaza. Israël a clairement perdu la guerre contre le Hamas à Gaza, a détruit beaucoup d'immeubles, a fait énormément de dégâts civils, a tué certainement beaucoup de militants, de miliciens du Hamas, ou même des soldats du Hamas. On les appellera comme on voudra, mais en tous les cas, une chose est sûre, et tout le monde est d'accord, Israël n'a pas gagné sa bataille contre le Hamas, ou même sa guerre, même pourrait-on dire. Elle a voulu détruire le Hamas et elle a fini comment? Elle a fini par détruire totalement sa réputation à l'international. Et il est fort possible que Israël ne s'en remette pas. Il est fort possible que Israël ne s'en remette jamais, même. Nous verrons bien, quoi. Tout du moins tant que Benyamin Netanyahou est au pouvoir. Donc ça a été une véritable catastrophe ce conflit israélo-palestinien à Gaza. Et bien entendu, Benyamin Netanyahou, fallait qu'il réagisse, fallait qu'il fasse quelque chose. Donc son regard s'est tourné vers le Liban en espérant faire un embrasement ailleurs pour relancer son appétit de la guerre. Bien entendu, parce que Benyamin Netanyahou ne tient qu'avec la guerre. D'où ce que vous avez vu dans le titre en début de vidéo, les points communs entre Zelensky et Netanyahou, car il y a énormément de points communs entre la situation en Ukraine et Zelensky et la situation en Israël et Netanyahou. Zelensky a absolument besoin de continuer la guerre pour qu'il puisse continuer à exister, et Benyamin Netanyahou a absolument besoin d'une guerre pour continuer à exister aussi. Sauf qu'en plus, Benyamin Netanyahou a énormément d'affaires de justice qui vont lui retomber dessus quand tout sera fini concernant Israël. Mais en plus de cela, tout comme l'Ukraine, Israël est en plein effondrement économique. Économiquement, c'est une catastrophe. Cette guerre coûte extrêmement cher et n'est possible d'ailleurs qu'avec l'aide des États-Unis, exactement comme en Ukraine, encore une fois. Donc tout dépend des États-Unis. Alors bien évidemment, là où les points communs s'arrêtent, c'est que quoi qu'il se passe en Israël, quoi que fasse Benyamin Netanyahou, les États-Unis seront toujours derrière Israël. Quoi que Israël fasse. Bien entendu, Israël, c'est le 51e État des États-Unis, pourrait-on dire. Alors que l'Ukraine, pas du tout. L'Ukraine, les États-Unis pourraient laisser tomber l'Ukraine. Voilà. Chose, encore une fois, je le répète, c'est très important, qui ne peut pas arriver pour Israël. Benyamin Netanyahou le sait fort bien. C'est pour ça, bien entendu, qu'il tire sur la corde et qu'il se permet d'ouvrir un nouveau front au sud du Liban. Quitte à ce que ça détruise encore plus l'économie israélienne, parce que tous les Israéliens déplacés, je crois qu'il y en a plus de 30 000, maintenant on arrive vers 40 000 ou 60 000 même, au nord d'Israël. Bref, tout ça, c'est un manque à gagner économique pour Israël. Déjà, la guerre à Gaza, le fait que il y ait plus de travailleurs palestiniens qui travaillaient pour Israël, puisqu'il y en avait beaucoup qui travaillaient pour Israël, et bien tout ça, c'est des pertes énormes pour l'économie israélienne. Sans compter que tous les Israéliens qui doivent aller se battre, bien sûr, hein, surtout si le conflit continue avec le Hezbollah, tout ça va continuer encore une fois à affaiblir Israël et il y aura des pertes de soldats israéliens s'il y a une guerre ouverte avec le Hezbollah-Iran, bien entendu. Donc on en revient au point commun
avec l'Ukraine. Donc tout ça est extrêmement grave. On voit que depuis qu'il y a eu l'explosion des beepers et des talkie-walkie qui ont fait énormément de morts côté Hezbollah, des chefs du Hezbollah, ça a affaibli le Hezbollah, bien sûr, mais énormément de morts et blessés chez les civils libanais. Ne l'oublions pas. Donc la majorité des personnes qui ont été affectées par les beepers et les talkie-walkie, la majorité, ce sont quand même des civils. Ne l'oublions pas. Alors, maintenant, vous allez me dire, ah oui, mais c'était des soldats du Hezbollah, des gens qui travaillent pour le Hezbollah. Ah oui, mais comment le prouver? Comment le savoir? En attendant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a énormément de civils qui ont payé le prix du sang. Ne l'oublions pas, dont beaucoup d'enfants. On va le voir avec des articles, hein, je vous donne le bilan complet à ce jour, c'est-à-dire au 24 septembre. Donc escalade, mais pourquoi cette escalade complètement folle alors que cela détruit Israël? Alors évidemment, je vais répondre à beaucoup de questions que pose ce nouveau conflit, ce nouveau front ouvert par Netanyahou en urgence, évidemment à dessein. Vous aurez toutes les réponses, tout du moins selon moi, bien entendu, dans la conclusion. Bon, j'arrête là l'introduction, commençons. Alors on va commencer avec un article du Monde qui va nous montrer la première escalade majeure faite par Israël. C'est quand Israël a détruit un consulat iranien en Syrie. Cela a fait 11 morts et cela a été exécuté par un F-35 américain qui a tiré 6 missiles dessus. Voilà, donc pourquoi pas. Donc là c'est escalade absolument majeure. Le prétexte, c'était qu'il y avait des combattants du Hamas dans ce consulat qui, je le rappelle, était en Syrie, hein, consulat iranien. Voilà. Donc ça, c'est la première escalade majeure faite par Israël. Ensuite, on a eu une escalade majeure qui est l'explosion des beepers et des talkie-walkie. C'est une opération qui a pris des mois et des mois à être montée. Cela a été fait par le Mossad. Beaucoup d'analystes experts disent qu'Israël n'aurait pas pu faire ça toute seule et qu'il y a eu aussi l'aide des États-Unis, c'est-à-dire de la CIA. Je ne sais pas, tout ça c'est spéculatif. En tous les cas, au minimum le Mossad qui en est responsable et qui a fait ça pour contrer le Hezbollah. Je le rappelle, c'est une opération qui a pris des mois. Il a fallu mettre un explosif militaire extrêmement efficace dans chaque appareil et évidemment quelque chose pour les faire exploser. Donc tout ça c'est de la haute technicité et demande beaucoup de main d'œuvre, bien évidemment. Donc on va voir le résultat de tout ça au moment où je vous parle. Donc le résultat des explosions des beepers et des talkie-walkie, ça a fait 37 morts et plus de 3000 blessés au Liban. C'est assez énorme. Et juste après ça, qu'apprend-on? On apprend que Israël lance de lourdes frappes sur le Liban alors que les États-Unis et le Royaume-Uni appellent à la retenue. Donc ça c'est au 20 septembre. Donc, juste après le coup des beepers et des talkie-walkie, Israël lance de lourdes frappes sur le Liban. Ensuite, Israël a encore bombardé. Donc à nouveau des attaques sud-Liban. Ça a fait plus de 270 morts côté libanais. Donc là, vous voyez l'explosion. Donc c'est absolument terrible. Donc les frappes aériennes israéliennes contre l'Hezbollah au Liban ont tué plus de 270 personnes et ont blessé plus d'1 millier d'autres lundi, a déclaré le ministère libanais de la Santé. Donc vous voyez que Israël, là, tête baissée dans l'escalade, et continue de plus en plus intensément. Est-ce que Israël va s'arrêter dans cette escalade? On ne le sait pas, mais en tous les cas, c'est très inquiétant parce que là, Israël surenchérit là, suite à l'explosion des beepers et des talkie-walkie. Il y a eu là 2 frappes coup sur coup de missiles sur le Liban.
Donc Israël surenchérit. Là, nous allons voir un dernier article du Washington Post qui date du 24 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, et qui dit « Des milliers de personnes fuient leur domicile au Liban. Le bilan des frappes israéliennes s'élève à 564 morts selon les autorités. Depuis lundi, les frappes israéliennes ont fait au moins 564 morts, dont 50 enfants. Israël a qualifié cette frappe de frappe ciblée. » On parle de la toute dernière. Hein. Attention, on parle de la toute dernière. Au moins 1835 personnes ont été blessées. Donc les 1835 s'ajoutent aux plus de 3000 blessés qu'ont causé les explosions des beepers et des talkie-walkie. Donc ça fait en gros dans les 5000 à peu près blessés. Et je rappelle, en tout et pour tout, 564 morts et 50 enfants depuis lundi. Voilà le bilan des frappes d'Israël au Liban. Là, nous allons voir un extrait d'une vidéo très intéressante du représentant chinois à l'ONU qui s'appelle Fu Kong et qui emploie un ton inhabituellement extrêmement fort contre Israël. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que justement c'est très habituel. D'habitude le ton des Chinois à l'ONU est toujours très pondéré, très diplomatique, et là c'est pas du tout le cas. Donc on sent une Chine, pour ne parler que de la Chine, très énervée. Thousands of communications devices in Lebanon, including pagers and two-way radios. Donc des milliers d'appareils, donc c'est les beepers et les talkie-walkie, ont explosé au Liban. Detonated remotely and simultaneously. Donc à distance et simultanément. The explosions caused thousands of civilian casualties. Cela a blessé des milliers de civils. China hereby registers profound shock and grave concern over. Donc la Chine est choquée et est très préoccupée par rapport à ces événements. This development. Children playing in the streets lost their eyes. Des enfants jouant dans la rue qui ont perdu leurs yeux. Mothers shopping in supermarkets had their limbs maimed. Des mères qui faisaient le marché ont eu leurs membres mutilés. Doctors on their way to work were critically injured. Des médecins qui étaient sur le chemin du travail ont été gravement blessés. These and other harrowing scenes are distressing beyond imagination. Et bien d'autres scènes au-delà de l'imagination qui sont extrêmement perturbantes. Remotely detonating communications devices in indiscriminate attacks, causing mass civilian casualties. Ces explosions indiscriminées ont causé des milliers de blessés parmi les civils. And panic in society. Et cela a causé une panique dans la société, et tous ces événements n'ont jamais été vus dans l'histoire. Is unheard of in history. This act is, without a doubt, a gross violation of a country's sovereignty and security. Cet acte est sans aucun doute une grossière violation de la souveraineté du pays et de sa sécurité. And a blatant breach of international law, particularly in et une violation flagrante des lois internationales, humanitarian law, is an act that trembles surtout concernant les lois humanitaires, on human lives with unconscionable callousness. Qui a détruit la vie d'un grand nombre de civils et de manière extrêmement irresponsable et sans arrière-pensée, sans conscience. The attacks were so outrageously brutal and atrocious that they deserve Les attaques ont été si brutales et si barbares nothing less than condemnation in the strongest terms. Que cela doit être condamné avec les termes les plus sévères. So far, no one has claimed responsibility for the said attacks, but different parties have come to. Mais bon, là, ça n'a pas été revendiqué par Israël, mais en gros, là, il dit, là, c'est moi qui traduis, hein,
que tout le monde sait que c'est Israël. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc vous voyez que là, la Chine est extrêmement mécontente vis-à-vis d'Israël. Là, on va voir une vidéo très intéressante qui a un extrait de la télévision israélienne avec un représentant du gouvernement israélien, c'est cet homme-là, qui répond à un journaliste qui lui demande la différence entre le Liban et le Hezbollah pour faire la part des choses entre les civils libanais et les membres du Hezbollah. Et regardez ce qu'il répond. אין שום הבדל בין חיזבאללה ללבנון. Il n'y a aucune différence entre le Liban et le Hezbollah. Alors, bien sûr, le fait de dire ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre les civils libanais et les membres du Hezbollah. Et ça doit vous rappeler énormément ce que disaient certains ministres du gouvernement israélien et même des gens à la télé en Israël qui disaient que les Palestiniens c'était des animaux et que bon, entre un Palestinien et un membre du Hamas, il n'y avait aucune différence. Et il y a même eu une ambassadrice israélienne à Londres qui a dit que tous les Palestiniens c'était tous des terroristes du Hamas. Une ambassadrice israélienne à Londres. Elle a dit ça devant la télévision. Alors bon, vous vous doutez bien que concernant le Liban et les Libanais, les Israéliens ont exactement la même pensée. Bien évidemment, c'est la même chose. Donc là, tout transparaît ici, mais cette fois côté libanais. Vraiment sans surprise du tout. לבנון תושמד לאור כמו שהדברים מתקדמים. Alors là, il dit, étant donné comment les choses progressent en ce moment, le Liban sera annihilé. ואני אומר את זה אפילו עכשיו בצורה מאוד בוטה. Je le dis de manière très brutale, אנחנו באירוע שבו לבנון הולכת לקראת mais étant donné le type d'événement en cours, le Liban va vers son annihilation. Voilà, donc c'était quand même intéressant à noter. Là, on a un article de CNN qui dit « Affaibli et infiltré, le Hezbollah promet une bataille sans limite contre Israël ». Pourquoi affaibli ? Parce que le Hezbollah lui-même a reconnu sur Twitter X que effectivement des chefs du Hezbollah sont tombés et que beaucoup de ces soldats étaient morts, effectivement. Donc ça, c'est reconnu par le Hezbollah lui-même. Alors maintenant, j'ajoute une petite parenthèse. Est-ce un aveu de faiblesse dit par le Hezbollah ou est-ce une ruse de guerre pour paraître plus faible qu'ils ne le sont? Je lance ça comme ça. Bref, et infiltré, pourquoi? Parce que quand on lit l'article, c'est marqué de manière catégorique que le Hezbollah est infiltré par un ou des agents israéliens. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas. Après tout, c'est tout à fait possible puisque le Hezbollah a subi un très très gros coup avec beaucoup de ses chefs qui sont morts. Bon, cela dit, le Hezbollah n'est pas stupide. Je suppose que le Hezbollah fait exactement les mêmes procédures que le Hamas. C'est-à-dire que bien évidemment, on prévoit la mort des martyrs et donc on prévoit un second, voire même une personne tierce pour remplacement. Le Hamas fonctionne comme ça, je le sais. Le Hezbollah, est-ce qu'il fonctionne pareillement? Je le suppose. Nul chef n'est éternel et va passer une bonne retraite à se la couler douce. Donc je suppose que le Hezbollah a la même politique que le Hamas. Bref, couper une tête de l'hydre, une autre va repousser. Donc le fait qu'Hezbollah ait perdu beaucoup de ses chefs, bien sûr que c'est un handicap. Est-ce que c'est fatal? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bref, donc c'est très grave. Affaibli et infiltré, pour une fois, je suis entièrement d'accord avec CNN. Maintenant, le Hezbollah promet une bataille sans limite contre Israël. Nul étonnement, tout à fait normal, exactement comme le promet le Hamas envers Israël. Et enfin, un dernier article de France 24, entre le Liban et Israël, l'escalade extrême.
Voilà, et on va en finir là. Évidemment, les mots sont bien choisis. Escalade extrême, bah parce que on sait très bien où cela va mener, puisque le Hezbollah, pour l'instant, ne cesse d'encaisser sans faire de riposte majeure, hein. Le Hezbollah, bien entendu, ne veut pas une guerre avec Israël, mais à force de pousser, bien évidemment, au bout d'un moment, le Hezbollah sera bien obligé de riposter à la mesure de l'humiliation que le Hezbollah subit, bien évidemment, et par ricochet l'Iran. Alors nous voyons bien qu'Israël va d'escalade en escalade. Il y a une sorte de fuite en avant là-dedans. Et beaucoup de pays commencent à s'interroger pourquoi? Pourquoi cette escalade? Alors en fait, les raisons sont assez simples au final. Mais en attendant, on a la Chine qui est très mécontente, on a les États-Unis, bien sûr, qui sont très mécontents. On a quand même l'Iran et le Hezbollah qui ne veut pas d'une guerre, hein. Il faut voir la retenue qu'ils ont eue depuis ces derniers mois. C'est une grande retenue. Et les États-Unis ne sont vraiment pas contents, ça c'est clair. Joe Biden, il l'a dit à plusieurs reprises, bon, il y a quelques temps, mais en tous les cas, le gouvernement américain est clair, cela ne lui plaît pas du tout. Les États-Unis ne veulent pas d'un embrasement au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, l'Iran, je le répète, ne veut pas d'un embrasement non plus, le Hezbollah non plus. C'est pour ça qu'il y a tant de retenue de l'Iran et du Hezbollah, malgré toutes les humiliations, toutes les avanies subies par l'Iran et le Hezbollah. Et oui, le consulat iranien en Syrie, on a commencé avec ça, les beepers, les talkie-walkie, le nombre de morts civiles terribles au Liban. Je vous parle pas du conflit israélo-palestinien à Gaza, on en a déjà suffisamment parlé, vous savez ce qu'il en est de ce côté-là. Mais voilà, tout le monde est mécontent à part Israël qui veut faire cette fuite en avant absolument, qui veut faire ces escalades absolument à tout prix. Bon bref, pourquoi? Ben, à mon avis, pour plusieurs raisons. Déjà, la raison Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou, dès qu'il sera plus Premier ministre, il va être sous le coup de la justice. Il a plusieurs scandales, plusieurs affaires judiciaires en cours. Donc dès qu'il n'est plus Premier ministre, ça va chauffer très fort pour lui. Donc évidemment, là on peut faire une petite analogie avec Zelensky, avec la guerre en Ukraine. Plus la guerre perdure, mieux c'est pour Benyamin Netanyahou et pour Zelensky. Zelensky, normalement, n'est plus président ukrainien depuis le 27 mai. Il est illégal en tant que président, Zelensky. Normalement, c'est le président du Parlement qui devrait remplacer Zelensky. Normalement. Bref, bon, pour Benyamin Netanyahou, bah, sans guerre, il n'est plus rien. Encore une fois, à l'image de Zelensky. Donc, il a besoin d'une vraie guerre. Et surtout qu'il n'y a pas que l'individu Benyamin Netanyahou. Israël est dans un état absolument déplorable économiquement. Au niveau économique, c'est une catastrophe. Non seulement le coût évidemment militaire qui explose, parce que quand même le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc., l'Iran, bon, quand même attaquent de temps à autre avec des missiles et des roquettes Israël, ce qui fait que faut bien remplacer les systèmes antiaériens. Bah oui, parce que les systèmes antiaériens, ils tirent des missiles antimissiles. Bon, au bout d'un moment, ils sont vides, faut bien les remplacer. Tout ça coûte extrêmement cher. Parce que l'Iron Dome, c'est-à-dire le dôme de fer israélien, coûte extrêmement cher. Et là, il y a une dernière salve, une dernière attaque du Hezbollah qui a percé le dôme de fer.
Donc les Israéliens, ça commence à ne plus aller, puisque le dôme de fer, en réalité, n'est pas aussi invulnérable que cela. Donc il y a quand même des roquettes, des missiles qui peuvent passer. Bref, économiquement, rien ne va plus. Il y a toute la zone au nord d'Israël, donc pas loin de l'Iran, où beaucoup de gens ont été évacués. Donc tout ça fait mal à l'économie. Pareil pour la Cisjordanie, pareil pour les contrats qu'il y avait avec les Palestiniens et les Israéliens. Évidemment, beaucoup sont caducs. Donc Israël faisait de l'argent avec les travailleurs palestiniens. Bref, au niveau économique, tout ça est extrêmement grave. Donc Benyamin Netanyahou, il faut absolument qu'il fasse quelque chose, qu'il tente quelque chose, qui pourrait faire perdurer son poste de Premier ministre. Et puis aussi, éventuellement, sauver Israël, qui est en train de s'effondrer. Et là, côté occidental, c'est une course contre la montre. Parce que Israël, Benyamin Netanyahou, voit bien que les États-Unis s'effondrent aussi. Et en particulier militairement, à cause de l'Ukraine, à cause de Taïwan, qui demande énormément de ressources. Et Israël est quand même bien consciente qu'elle a un statut privilégié. Israël, on peut le dire que c'est le 51e État des États-Unis. Israël passera toujours en premier. Quoi qu'il arrive à l'Ukraine, ce sera Israël d'abord, bien évidemment. Alors que les États-Unis ne sont pas du tout contents envers Israël et Netanyahou. Mais bon, bref, ça passera toujours en premier. Les États-Unis aideront toujours Israël. Et Benyamin Netanyahou compte bien jouer là-dessus. Et là, il profite qu'il y ait une certaine vacance du pouvoir aux États-Unis, qui est absolument terrible. Alors quand je dis vacances entre guillemets, bien entendu, parce que bon, on a un Joe Biden, en gros, qui contrôle absolument rien, qui est plus vraiment là, il continue à faire gaffe sur gaffe. Et d'ailleurs, je vais faire une petite aparté Joe Biden, je vais vous montrer deux petites choses très intéressantes concernant Joe Biden. Regardons cela. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qu'on ne vous montrera pas dans les grands médias et en aucun cas en Europe. Cela a été montré vite fait aux États-Unis, mais vraiment, fallait être attentif. En tous les cas, je vais vous montrer un Joe Biden qui a l'air complètement épuisé, mentalement inapte et affaibli, qui croasse une fragile présentation de sa femme, qui dirige désormais, et de manière inédite, la réunion du cabinet à sa place. Imaginez-vous. Normalement, les réunions de cabinet, c'est extrêmement important. Ça engage l'avenir du pays. Eh bien, accrochez-vous bien. Il nomme sa femme, donc présidente donc, du cabinet, alors, pas des États-Unis, hein, mais de la réunion du cabinet. Et en plus, petite info comme ça, c'était la première réunion du cabinet depuis octobre 2023. Vous imaginez, il y a une année entière qui s'est passée sans réunion de cabinet. Donc absolument énorme. Et là, incroyable, je vais vous montrer la vidéo, hein, c'est incroyable. Hein. Vous vous rendez compte, il demande à sa femme, qui est assise à la tête du siège du président, elle est assise à la tête du siège du président, il demande à sa femme de prendre la main et de s'occuper de la réunion. Regardez ça. This is the first time Jill has joined us, and it goes to show how important the issue is, which she's about to speak to the both of us. Today, at the top of our meeting, Jill's going to give an update on the House initiative, White House initiative, to fundamentally change the approach and fund and how we approach and fund women's health services. So I'd like to turn it over to Jill and for any comments she has, and it's all yours, kid. Thank you. Là, vous voyez Anthony Blinken et Lloyd Austin. Hein, vous voyez? Donc, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense. You know, sometimes the White House surprises you. When Joe became president, Et là, vous voyez Jill, sa femme, qui préside le cabinet.
carrément le conseil au niveau, au cabinet, quoi, au cabinet présidentiel. Donc il y a tous les pontes les plus importants du gouvernement qui sont là. Et bien c'est sa femme qui dirige le cabinet. Vous voyez un petit peu? C'est à la fois terrible, tragique concernant l'Amérique et je dirais même pathétique. Mais vraiment un gros pathétique. Alors là, la dernière bourde de Joe Biden, mais qui est absolument terrible et encore une fois pathétique, c'est qu'il devait introduire le Premier ministre Modi lors d'une conférence qui représente le Quad. Alors le Quad, c'est le conglomérat du Japon, des États-Unis, de l'Australie et de l'Inde. Alors le Quad, ça a été fait pour contrer la Chine. Et donc là, vous voyez, là, il y a Modi et ça va concerner le Premier ministre Modi. Donc il était censé introduire le Premier ministre Modi pour qu'il parle. Et là, il s'adresse à tout le monde en disant qu'est-ce que je dois faire maintenant, qui je dois présenter. C'est vraiment pathétique et très humiliant pour les États-Unis. Je vous laisse voir ça. So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Ouais. Qui je dois introduire? Qui est le prochain? Personne répond. Distinguished guests. Et au The final, Prime Minister heureusement, of the Modi Republic se of lève India. et prend le micro. Mais sinon, voilà, il est complètement perdu. Il est complètement perdu, Joe Biden. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant de continuer. Vous avez vu l'état tellement lamentable de Joe Biden. Si lamentable en réalité que lors du cabinet gouvernemental, il donne la présidence de la réunion à sa femme Jill Biden. C'est absolument honteux en réalité. Cela ne s'est jamais vu. Et c'est entre guillemets la première puissance mondiale. Mais quelle réputation pour l'Amérique! Quelle réputation! Cela devient vraiment pathétique. Donc cela confirme ce que beaucoup de gens disaient, c'est-à-dire qui gouverne les États-Unis. C'est Jake Sullivan, donc le chef de la sécurité des États-Unis, William Burns, le chef de la CIA, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, et pour le côté militaire, Lloyd Austin. Voilà, en gros, ce sont ces personnages-là, les plus puissants du pays, qui contrôlent en réalité le pays. C'est pas Joe Biden, mais comme il en est de toute manière depuis toujours. Alors, je pense que quand Joe Biden a pris le pouvoir, il avait encore un petit peu d'esprit, on va dire, pour pouvoir prendre quelques petites décisions. Comme par exemple le fait de ne pas donner d'autorisation pour frapper en profondeur en Russie, par exemple. Alors là, Zelensky est aux États-Unis, là. Il va pousser à fond Joe Biden, bien sûr. Est-ce que les autres, on va dire, entités des États-Unis vont pousser Joe Biden? Moi, personnellement, je ne le pense pas, tout au contraire. Tout au contraire. Je pense que le Pentagone, la CIA veut calmer le jeu avec la Russie. Là, je digresse, c'était le petit clin d'œil Joe Biden. Bref, Israël, avec Benyamin Netanyahou, pourrait profiter de ce moment de faiblesse avant les élections pour pousser le Hezbollah et l'Iran dans ses retranchements, au moins le Hezbollah. Donc la chose c'est, va-t-il parvenir à faire craquer le Hezbollah? Moi, mon intime conviction c'est, je pense que le Hezbollah a vu de loin le piège arriver, parce que le Hezbollah n'est pas stupide, il sait très bien qu'Israël n'attend que ça. Israël veut faire une escalade pour pousser les États-Unis dans la guerre, voire tout l'Occident dans la guerre, afin de remettre tout à zéro. Alors, même en imaginant que les États-Unis veulent entrer en guerre, veulent détruire le Hezbollah et donc l'Iran,
Alors, les États-Unis seraient contents de ce but-là, d'entrer en guerre contre le Hezbollah et l'Iran et de détruire l'Iran. Ils en seraient contents de cela. Mais le problème, c'est que les États-Unis, il y a le Pentagone derrière, il y a la CIA. Et eux ne sont pas stupides et eux ne veulent pas de guerre. Ils ne veulent pas de guerre. D'ailleurs, comme Joe Biden. Le problème, c'est que Joe Biden, il va garder toute sa tête. Quoi. Il ne l'a pas déjà, mais le peu qui lui reste, ça va durer combien de temps? Nul ne le sait. Donc là déjà, c'est Jill, sa femme, qui prend le relais. Imaginez-vous. Et on parle des États-Unis là. Hein. Imaginez-vous. Donc, bref, en réalité, je suis assez optimiste. Même si Benyamin Netanyahou fait tout pour qu'il y ait la guerre, absolument tout, à l'image de Zelensky d'ailleurs, pour refaire encore une analogie. Donc il veut tout pour faire la guerre afin de rester au pouvoir, comme je l'ai dit, mais aussi pour peut-être conclure définitivement le jeu des puissances du Moyen-Orient. Calmer tout le monde. Je ne le sais pas. Pour montrer que les États-Unis seront là, mais quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur le pourquoi de cette escalade. Vous avez compris, donc faire une guerre absolument avec le Hezbollah, faire entrer les États-Unis dans cette guerre, encore une fois exactement comme Zelensky désire le faire entrer les États-Unis réellement en Ukraine, c'est son rêve le plus fou à Zelensky. Et ben Benyamin Netanyahou, c'est pareil. C'est ça son rêve le plus fou. Faire entrer les États-Unis en guerre, faire en sorte que les États-Unis n'aient pas le choix. Et ça, tout va dépendre du Hezbollah. Parce que si le Hezbollah est très intelligent et très patient, il ne tombera pas dans le piège et il va avaler les avanies, avaler les humiliations, afin, au final, d'être peut-être gagnant. Parce que là, Israël s'effondre complètement, hein, entre nous. Hein. Économiquement, ça s'effondre. Militairement, il s'effondre. Parce que il vide tout. Il vide tout, Israël. Hein, avec le Hamas, avec le Hezbollah, ils vident tout ce qu'ils ont, en gros. Hein. Donc, il faut un flux continu des États-Unis. Mais avec l'effondrement d'Israël économiquement, ne serait-ce qu'économiquement, avec un Benyamin Netanyahou qui a la pire réputation possible à l'international, et des États-Unis qui s'effondrent littéralement sous nos yeux, à tous les niveaux, peut-être que l'Iran, via le Hezbollah, joue la montre. Voilà. Puisque de toute manière, une escalade perpétuelle d'Israël va mettre encore plus Israël en tant que paria ou pays au banc des nations. Tellement ils vont être vus comme un pays barbare, belliciste, agressif. Bref, un pays qui perd toute dignité et qui perd tout canal diplomatique, j'ai envie de vous dire. Puisque ça devient un pays fou, un pays voyou, un pays terroriste. Voilà, peut-être que le Hezbollah attend patiemment le moment où ça s'effondrera complètement du fait de la folie meurtrière et la fuite en avant d'Israël. Peut-être. Nous verrons bien. Bref, j'arrête là la vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.